Présenté par M. Georges Tarabulsi, qui est professeur et chercheur à l'École de psychologie de l'Université Laval, directeur scientifique de l'Institut universitaire du Centre Jeunesse de Québec et directeur de la collection d'enfance aux presses de l'Université du Québec. Ses travaux ont été subventionnés par la plupart des organismes fédéraux et provinciaux et portent sur 3 domaines touchant des questions fondamentales et appliquées. Premièrement, de quelle manière les premières années de vie et d'expérience de vie dans les familles peuvent-elles nous aider à comprendre les trajectoires de développement humain de l'enfance à l'âge adulte? Deuxièmement, quels sont nos principaux leviers d'intervention sociale et de quelle façon peut-on le mieux agir en prévention et en intervention pour soutenir les familles vivant des circonstances de vulnérabilité afin de favoriser un développement chez l'enfant le plus harmonieux possible? Troisièmement, quelles sont les meilleures approches pour structurer l'ensemble des décisions de toute la gamme de décideurs, des intervenants, jusqu'aux élus, en passant par des chefs d'équipe et d'établissement, afin de favoriser l'implantation des meilleures pratiques en intervention pour les enfants vulnérables. Présentement, M. Tarabulsi mène le projet Génération, portant sur l'intervention fondée sur l'attachement parent-enfant et le développement de la régulation émotionnelle. À vous la parole. Merci. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours un peu risqué d'inviter un universitaire dans une présentation, surtout quand on me donne 20 minutes pour parler. C'est quasiment, je suis très admiratif de Égide qui a une horloge interne. J'en ai une moi aussi, mais je ne la respecte pas actuellement. OK. Je devrais commencer en disant que j'ai beaucoup trop de choses à vous dire ce matin. Fait que je vais commencer, d'accord? Puis peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger dans d'autres contextes. Je vais essayer de faire la synthèse essentielle du travail, des choses que je voulais vous présenter ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu le film La vie est belle. Avez-vous vu? Oui? Si vous ne l'avez pas vu, vous devriez avoir honte. Je vous invite à aller voir le film La vie est belle. Dans mon étude sur le développement des enfants qui sont à risque dans des circonstances de vulnérabilité, des enfants qui font face à l'adversité, une des choses qu'on constate, c'est toutes les difficultés de développement qu'ils ont. Puis quand on voit des enfants qui s'en sortent, quand on voit des enfants qui, malgré l'adversité, arrivent à avoir un développement harmonieux, une des choses qu'on voit, c'est soit un parent, soit une figure parentale qui est disponible. Quelqu'un qui va venir. J'ai été inspiré par le commentaire de M. Laulier qui parlait d'un voisin chez qui il y avait des journaux qui étaient ouverts, puis que ça a piqué sa curiosité, puis que j'imagine la porte de ce voisin étant toujours ouverte, puis que M. Laulier puisse se rendre de temps en temps, feuilleter les journaux, puis avoir cette espèce de fenêtre sur le reste du monde. Il y a toujours un parent ou une figure parentale qui est disponible. Puis on a vraiment misé là-dessus dans notre travail de prévention. Puis on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, si on doit toujours viser à diminuer les inégalités sociales. J'aime beaucoup la diapo que tu as présentée tantôt, où il y a des enfants sur différentes hauteurs de boîte à bois, là. C'est super important. On souhaite tous qu'il n'y ait plus d'inégalité. C'est vraiment quelque chose vers lequel nos communautés, nos sociétés doivent travailler. L'autre bras de notre prévention sociale, c'est de soutenir les familles, de travailler avec les familles afin que, de la meilleure façon possible, nos familles puissent soutenir leurs enfants, soutenir le développement des enfants. Dans le film La vie est belle, on voit un père et un enfant qui sont dans une situation catastrophique d'un camp de concentration, environnement le plus hostile qu'il n'y a pas. Puis le père arrive à convaincre, à force d'avoir beaucoup d'imagination, à force d'être très donné à la tâche de travailler avec son enfant, le père arrive à convaincre son enfant qui est dans un camp de vacances. Si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas vendre le punch, mais c'est vraiment intéressant. Puis l'histoire du film, c'est que c'est le garçon, maintenant rendu adulte, qui raconte son histoire et qui raconte son respect pour son papa dans ce contexte-là. Alors, beaucoup de choses pour soutenir, c'est le centre du travail qu'on fait, puis je vous proposerais que beaucoup des travaux de prévention qui sont faits focus sur soit donner des contextes dans lesquels les enfants peuvent recevoir la stimulation qu'ils ne peuvent pas recevoir à la maison, soit outiller les parents pour qu'ils puissent avoir l'affection, la cohérence dans leur expérience sociale qu'ils ont besoin d'avoir pour leur développement. Fait que beaucoup du travail dont je vais parler ce matin porte là-dessus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce que je veux faire rapidement, parce qu'il me reste à peu près 19 minutes, j'aimerais résumer rapidement ce qu'on sait du développement. C'est très important pour nous de revenir. Je suis un fervent croyant dans le fait que c'est important de faire ses gammes. Je ne sais pas s'il y a des musiciens. C'est important de faire ses gammes, même si on est un virtuose. C'est important de retourner à savoir qu'est-ce qu'on sait du développement, puis comment on comprend qu'est-ce qui arrive à un enfant dans le développement, particulièrement dans la tranche 0-5 ans. Mme Cyr, au tout début, parlait
de comment le développement du cerveau est en explosion durant la première tranche de vie. Et puis, qu'est-ce qui fait dans ce contexte-là que parfois le cerveau fonctionne bien, se développe bien, parfois il peut y avoir des défis puis des moments où on a besoin de s'arrêter. Je veux parler de ce qu'on sait de la prévention et de son efficacité. Je veux parler rapidement de 3 stratégies qui ont inspiré les services sociaux et les services éducatifs au Québec, qui sont à données probantes, qui font partie de nos programmes, qui ont fonctionné, qui nous économisent, qui pourraient économiser, s'ils étaient appliqués rigoureusement, des tonnes d'argent. D'accord? Alors, je veux parler de ça. Et beaucoup de peine. Pour économiser beaucoup de peine. J'aimerais parler de cette question-là. Je veux parler un peu des défis d'implantation parce que ce dont il est question au Québec, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est que pour toutes sortes de différentes raisons, on fait moins que ce qu'on sait. Puis je dirais pour plein de personnes, c'est le cas. Pour plein de situations, si vous avez essayé d'arrêter de fumer ou de faire plus d'exercice ou de manger mieux, vous savez que des fois, c'est pas qu'on ne sait pas. Right? Des fois, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on sait. Puis c'est pas différent dans le domaine de la prévention, surtout en petite enfance. On a au Québec une affaire qui s'appelle l'enquête sur le développement des enfants à la maternelle, l'ECDEM. J'aimerais qu'on parle rapidement de l'ECDEM parce qu'elle nous donne, c'est un radar puissant sur ce qui est en train de se passer au Québec sur le plan de la préparation scolaire. On est privilégié d'avoir des gens qui ont eu cette espèce de vision à savoir où sont nos jeunes qui ont le plus de difficultés au moment d'entrer en maternelle. Ça nous dit des choses sur où est-ce qu'on devrait donner des ressources. Ça nous dit des choses sur comment on devrait concevoir nos services de prévention. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est une machine qui fonctionne. Quelques facteurs. Qu'est-ce qu'on sait sur le développement? Quelques facteurs qui affectent le développement de toutes sortes de différentes façons. Le contexte socio-économique et communautaire, on en a entendu parler ce matin. Le contexte familial, on va en parler. Les interactions parents-enfants, les interactions que les adultes ont avec l'enfant. Quand tantôt, M. Royer parlait des 30 millions de mots en moins, c'est pas juste la stimulation qui fait défaut, c'est le fait que pendant 30 millions de mots en moins, on est en train de dire à un enfant, tu n'es pas suffisamment important pour que je t'accorde de l'importance. Tu n'es pas suffisamment, t'es pas une personne qui vaut la peine que je m'attarde à toi. 30 millions de fois en moins pendant la période 0-5 ans. Et les caractéristiques de l'enfant lui-même, on sait que tous ces facteurs-là, les caractéristiques de l'enfant, son tempérament, son caractère, son code génétique qu'il amène avec lui dans la vie, tous ces facteurs-là jouent sur le développement. Ne l'oublions pas quand on essaye d'expliquer des phénomènes comme la réussite. Tous ces phénomènes-là sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et ces facteurs vont être nos principaux leviers d'intervention. Si on sait qu'est-ce qui est en lien avec le développement et la préparation scolaire en début de vie, on va vouloir poser la question de quelle manière est-ce qu'on est en mesure d'influencer les niveaux de ces différents facteurs-là. Plusieurs aspects, pas tous, qui ont un effet déterminant sur le développement de l'enfant, agissent d'abord et avant tout sur la qualité des interactions de la relation parent-enfant. On parle de la tranche de vie 0-5 ans. D'accord? Plusieurs facteurs qu'on a identifiés comme étant causales, qui jouent sur le développement, jouent sur ce qui se passe dans la famille. C'est une idée maintes fois validée sur le plan empirique, au cœur de notre compréhension du développement. J'ai des noms savants qui sont ici. C'est les principales théories, parmi les principales théories du développement qu'on a, qui sont largement acceptées et toujours au centre de ces théories-là. Il y a toutes sortes d'affaires qui tournent. Il ne faut pas penser que c'est juste ce qui se passe dans la famille qui est important. Mais toujours au centre, ce qui se passe dans la famille est primordial. Puis si quelque chose dans l'interaction parent-enfant ne va pas bien, très souvent, on pose la question, comment est-ce qu'on fait pour réparer la situation? D'accord? Alors, si je devais, là, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Non, je n'ai pas de pointeur. J'en ai sûrement un, mais j'ai peur de... Ah, pointeur. Prof d'université avec un pointeur, c'est très dangereux. L'interaction est ici, puis on voit comment différentes choses peuvent passer par l'interaction pour affecter le développement. Les caractéristiques parentales, les parents qui ont des forces et des faiblesses, on sait que ça peut jouer sur la manière dont ils interagissent. La pauvreté chronique ou la pauvreté ou la richesse, on sait comment ce sont des choses qui vont jouer sur la manière dont un parent interagit avec son enfant. Le réseau social et les différents réseaux communautaires des parents sont aussi importants. Et on sait cependant, que c'est un petit peu plus complexe que ça, le modèle, mais à la base et au centre, il y aura cette question-là des interactions. D'accord? Je ne veux pas parler longtemps de tout ce qui se passe. J'aimerais vous décrire un tout petit peu pourquoi on sait maintenant que l'interaction parent-enfant, je veux vraiment parler de cette question-là 2 secondes, est au centre du développement. C'est une place où l'enfant apprend comment fonctionne le monde qui l'entoure. Si vous avez un petit bébé,
Si vous avez un enfant de quelques mois, vous le prenez dans vos bras, il y a tout un ensemble de choses que vous faites avec ce petit bébé-là qui joue sur la manière dont le bébé va comprendre son monde. Si vous le prenez dans vos bras, vous allez établir un contact visuel. Vous allez exagérer vos expressions faciales. Il va y avoir de l'activité de sourcils qui va se passer. Vos joues vont bouger. Vous n'allez pas faire comme je fais ce matin. Vous allez ralentir votre débit, baisser le ton de votre voix, parler en mots monosyllabiques remplis d'affection, mais qui ne veulent rien dire du tout. D'accord? Puis vous faites tout ça. Et ce que vous faites, vous ne savez pas, mais ce que vous faites, c'est que vous vous rendez accessible à ce que le bébé est en train de faire, c'est qu'il est en train de décoder, il est en train de comprendre. Vous êtes en train de pratiquer son attention. On sait maintenant que les bébés, quand ils sont attentifs, quand ils ont un regard visuel fixé, sont plus attentifs, comprennent mieux. On sait que leur cerveau est activé, les parties de leur cerveau qui sont en lien avec l'apprentissage, la détection de ce qui se passe autour d'eux sont activées. Les parties du cerveau qui sont en lien avec la vigilance, l'anxiété, sont diminuées, diminuent leur activité. Tout ça parce que vous êtes en train d'interagir avec un bébé, vous avez un contact visuel, vous lui parlez doucement. Puis si vous étiez dans mon cours du développement de l'enfant, je vous dirais, parlez-lui à votre bébé, puis faites-lui des roars. Vous connaissez le roar? Regardez un bébé, faites-lui roar. Puis vous allez voir essayer, un bébé de 2 mois, il vous regarde, hyper attentif, rivé sur vos paroles, puis ils essayent de répéter ce que vous dites. Au début, à 2 mois, ils font puis à un moment donné, à 3 mois, ils vont le faire. Puis naturellement, il va y avoir une espèce de synchronie puis une réciprocité qui va s'installer. Vous aiguisez son intelligence. Et puis, vous aiguisez son intelligence, vous aiguisez ses capacités cognitives, puis ça se passe dans le contexte de la personne qui, en théorie, devrait avoir le plus d'affection pour cet enfant-là. Ce n'est pas une pratique qui se fait dans une situation où la personne est désintéressée. La personne qui devrait avoir le plus d'affection pour l'enfant est en train de pratiquer sur le plan de son attention. Le développement de l'enfant, on sait que les interactions sont en lien avec l'attention chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant d'âge préscolaire, le développement intellectuel, le développement du langage. C'est associé avec des caractéristiques neurologiques. On en a parlé un tout petit peu ce matin, la manière dont se fait le filage neurologique de l'enfant dans les premières années. L'irritabilité, le développement de l'hostilité, les troubles d'agressivité, les sourires, la manifestation émotionnelle, la dépression et l'anxiété chez les enfants, l'attachement, les relations d'amitié, les relations avec d'autres adultes. Vous créez une espèce de feuille de route quand on interagit avec un enfant. On crée une sorte de feuille de route, puis lui va comprendre, bien, c'est le point de départ sur comment fonctionnent les autres relations. C'est sûr qu'il peut y avoir des ajustements, mais ça lance son développement vers d'autres relations. La santé mentale et l'adaptation. Les liens entre les comportements parentaux, l'affection parentale, la relation parent-enfant et le développement de celui-ci n'est pas nouveau. On les observe depuis l'Antiquité. Ce qu'on sait mieux maintenant, c'est comment les observer et comment agir pour les changer, pour favoriser le développement de l'enfant, favoriser la relation que les parents souhaitent à mieux. Pas question ici de blâmer des parents, comme disent certaines personnes quand on présente ce genre de résultats-là. Ce n'est pas une question de blâmer des parents. On est en train de dire que dans un contexte où il y a de l'adversité, tout le monde écope, incluant les parents. Si cette adversité-là est multigénérationnelle, on sait que c'est difficile pour tout le monde qui est impliqué. Puis la question qu'on veut plutôt poser, plutôt que de blâmer, c'est comment on fait pour soutenir des parents qui sont dans des circonstances d'adversité et parfois d'adversité multigénérationnelle, surtout quand on est en train de réfléchir à la suite du développement, l'entrée scolaire, la prochaine génération qui est en train de poindre à l'horizon. Ce que nous savons sur la prévention, 50 années de recherche sur la prévention nous indiquent de manière non équivoque qu'il est possible d'agir sur ces facteurs afin d'améliorer les perspectives de développement des enfants grandissant dans des circonstances de risque. Et je ne peux qu'applaudir chaleureusement ce que disait M. Royer tantôt. La meilleure intervention, c'est celle où on fait de la prévention avant que les problèmes se manifestent dans toute leur force. Juste un exemple ici En fait, non. On ne va pas passer vite. 3 stratégies qui ont marqué les services sociaux au Québec, qui originent aux États-Unis. Puis je vous dirais que quand on a implanté ces programmes-là au Québec, on a fait nos devoirs et on a fait beaucoup de travail pour essayer d'articuler une démarche de santé publique, services sociaux, qui correspond à ce qu'on savait au niveau des connaissances de base. Le premier, c'est un programme de garderie, visite à la maison pour les enfants 0-3 ans, qui est à la base de notre programme de formation des techniciens en service de garde, qui s'appelle le High School Perry Preschool, qui date des années 60.
Le deuxième, c'est le Carolina Abecedarian, qui est maintenant à la base d'un programme soutenu par Avenir d'enfants, soutenu par la Fondation Chagnon, qui s'appelle Jeux d'enfants, qui est un programme de stimulation précoce pour des jeunes grandissant dans des circonstances de défavorisation. Puis le troisième programme, Nurse Family Partnership, c'est le programme qui est à la base des services intégrés en périnatalité petite enfance qu'on a actuellement dans nos services sociaux. 3 programmes extrêmement solides. Sur papier, au Québec, j'ai aucune gêne à me rendre à l'international, à parler avec des collègues finlandais, danois, tu sais, les pays qu'on cite toujours aux nouvelles de soir, qui sont supposés être très bons. Nos programmes sont supérieurs aux leurs. D'accord? Sur papier, nos programmes sont supérieurs aux programmes scandinaves. Notre difficulté, c'est qu'on a tellement de difficultés à les financer, à former les gens pour travailler, puis à avoir une démarche d'intervention qui est articulée puis qui est rigoureuse. Caractéristiques de ces 3 stratégies, ce sont des stratégies d'intervention ciblées qui cherchent à agir sur des caractéristiques précises des enfants à risque sur le plan social. Donc, on cible des choses. Dans certains cas, cette manière d'agir est comprise. Non, je vais laisser faire ce commentaire-là. L'idée ici que je veux vous accompagner, c'est qu'on cible des caractéristiques. On est très intentionnel dans notre démarche d'intervention. Dans le programme High School Preschool, on a une garderie éducative de très haut niveau à l'intention d'enfants de milieux défavorisés à mesure de 2,5 heures par jour. On ne les a pas longtemps, on les a une moitié de journée à peu près. Et puis on a un suivi hebdomadaire auprès des parents pour que les parents fassent partie du travail qu'on fait avec les enfants, pour qu'ils reproduisent ce que les enfants apprennent en garderie, pour que ça se fasse partie des jeux et des interactions que les enfants font. Le programme en Caroline du Nord, contexte de garderie de très haut niveau, on a des ratios de 1,4, où on a une série d'activités très spécifiques, très précises qu'on fait avec les enfants, qu'on a compris un peu le développement des enfants et on est en train d'essayer d'appliquer des choses d'une manière structurée pour aider nos enfants autour des questions qui touchent le développement du langage, le développement cognitif, et puis des choses qui touchent la question de la planification, l'organisation cognitive. Le Nurse Family Partnership, qui est une très grosse étude, qui est vraiment un modèle d'évaluation, c'est un très beau programme, qui est à la base de nos programmes sociaux qui touchent les services qu'on a en CLSC. Feu CLSC maintenant, on appelle ça les CIUS, n'est-ce pas? 6. Ici, c'est les 6, oui. Vous en avez un, c'est ça. Je sais qu'à Montréal, ils ont 5-6. Je trouve ça toujours drôle. On touche la question de la santé pendant la grossesse. La situation prénatale est très importante. Le stress prénatal, la consommation, toutes ces choses-là jouent beaucoup sur le développement des enfants. On a fait plusieurs études en protection de l'enfance où on a vu qu'un tiers des enfants en protection de l'enfance naissent avec un degré de risque biologique élevé, 2 prises contre l'enfant à sa naissance. Ce qu'on souhaite, c'est diminuer ces taux-là parce qu'on sait que l'enfant arrive avec une infrastructure d'apprentissage, de développement défaillante quand il est à risque sur le plan biologique. Si on diminue le risque, on a des enfants qui sont plus équipés pour apprendre ce qui est en train de se passer autour d'eux. On a aussi des questions qui portent sur les soins à l'égard de l'enfant, les comportements parentaux, la qualité des interactions, l'intégration sociale et économique des parents. L'intégration sociale et économique des parents, c'est un programme qui a toutes sortes d'effets positifs sur ces questions-là. D'autres caractéristiques, ce sont des interventions manualisées. Puis souvent, puis peut-être votre expérience avec les intervenants sociaux va confirmer ou infirmer ce que je vous dis, mais souvent, les intervenants n'aiment pas avoir un cadre trop rigide pour intervenir. Et une des choses qu'on est en train de faire actuellement, c'est de travailler avec des intervenants pour que, en ayant ce cadre d'intervention-là, ils ont suffisamment de connaissances du programme pour travailler d'une manière moins rigide, mais dans les paramètres des stratégies d'intervention. Si on sait qu'est-ce qu'on essaie de changer, parfois, au lieu de passer par la voie A, on peut passer par la voie B, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, ça va aider à modifier les choses qu'on souhaite modifier. Mais à la base, les programmes sont manualisés. Il y a un personnel qu'il faut former, les rencontres sont soutenues il y a des rencontres soutenues avec les parents, en groupe ou individuellement. Les parents ne sont pas laissés de côté. On n'est pas juste en train de travailler avec l'enfant à la garderie. On rencontre le parent, on l'intègre dans la démarche d'intervention. Et puis, il y a des évaluations rigoureuses qui nous aident à savoir si nos choses fonctionnent. Juste un résultat ici du programme High School Preschool. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tantôt, intervention en milieu de garde, intervention à la maison, relativement peu coûteuse. Juste pour vous montrer ici, dans les enfants qui ont été suivis à l'âge de 40 ans, le nombre d'enfants du groupe de comparaison qui ont été arrêtés, on parle d'un groupe très à risque sur le plan social, le nombre d'enfants qui ont été arrêtés, 36 dans le groupe qui a été exposé à l'intervention, 55 dans le groupe qui ne l'a pas été.
Les enfants qui ont un QI, une espèce de développement cognitif normatif, 67% du groupe exposé, seulement 28% du groupe qui n'est pas exposé. On voit les difficultés de développement, même à l'âge de 40 ans, chez ceux qui ont reçu l'intervention. Dans ce, je vais sauter rapidement, dans le Nurse Family Partnership, ça c'est un programme où on suit de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans les enfants, on récupère les coûts d'intervention au moment de l'entrée scolaire. C'est vraiment important. Dans tous les cas, il s'agit d'investissement. Dans ce programme-là, on récupère les coûts d'intervention au moment de l'entrée scolaire. Les enfants sont moins souvent à l'urgence. Les enfants sont moins souvent suivis en protection de la jeunesse. 4 jours au tribunal de la jeunesse 4 jours au tribunal de la jeunesse équivaut à 1 année de prévention dans un programme comme les CIP qu'on a en C3S. C'est incroyable. Pensez à tous les avocats, les juristes, les services de sécurité, les bâtiments, etc. 4 jours. Puis quand quelqu'un se retrouve au tribunal de la jeunesse, il n'y a pas souvent juste 4 jours. Ici, on est en train de montrer que cette intervention-là, peu coûteuse, change la donne par rapport à la manière dont on peut dépenser nos sous en services sociaux. Si elle est appliquée rigoureusement. Que vient-il de se passer? Bon. Conclusion de ce point-là, c'est que le défi de la prévention n'est pas scientifique, bien qu'il reste des questions sur le plan scientifique. Peut-être que les défis qui restent à rencontrer sont plus importants que les défis scientifiques. On a des stratégies d'intervention qui fonctionnent. On les a même sur papier. On a été inspiré par les travaux des chercheurs dans les milieux universitaires. On a été inspiré par ces travaux-là, on les a mis sur papier et on a eu de la difficulté à opérationnaliser la suite. Peut-être si je pouvais juste conclure, parce que je sais que je vois du monde nerveux autour de moi comme de quoi je pourrais continuer, et je pourrais continuer, c'est ça mon problème. Peut-être que si je pouvais juste conclure à ce sujet-là, un des grands défis de notre époque, dans nos contextes à nous, occidentaux, où on fait souvent référence à la disparité entre les mieux nantis et les moins nantis, un des grands défis, ça va être, est-ce que les plus nantis vont être d'accord pour avoir nos programmes, pour structurer notre intervention, de sorte à diminuer l'écart qu'il va y avoir entre les plus nantis et les mieux nantis, de sorte à faire en sorte aussi que, au moment où les choses commencent à être mesurées, l'entrée scolaire, c'est le moment où les choses commencent à être mesurées, où la disparité commence à se quantifier. Est-ce qu'on est en mesure de faire l'effort qui est nécessaire? C'est un défi qui appartient au gouvernement, c'est un défi qui appartient au milieu universitaire. Il y a un échec universitaire ici, à savoir que le milieu universitaire ne fait pas de la formation systématique sur les stratégies dont on a parlé. Puis on se casse la tête contre les murs à dire pourquoi est-ce que le milieu universitaire ne fait pas ce type de formation-là. On parle des programmes sans former des intervenants qui font ce travail-là. Puis ce qui arrive dans les faits, c'est que le réseau d'intervention, les organismes communautaires, les CIS, ceux qui touchent la prévention primaire ou secondaire, ont le fardeau à ce moment-là de faire la formation de leur personnel et ils n'ont pas les sous. On sait qu'il y a eu énormément de compression qu'on a eu dans le réseau au cours des dernières années. Alors la question va être comment est-ce qu'on fait pour opérationnaliser ce qu'on sait pour que ça devienne plus uniquement ce qu'on sait, mais ce qu'on fait aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, je sais que c'était un défi de taille et quand même, on va profiter de votre présence pour au moins prendre une question, permettre à la salle de vous questionner sur ce que vous venez de nous présenter. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous voudriez adresser à M. Taraboulsi sur ces exemples pertinents de stratégie? Les questions étaient lancées en conclusion. C'est difficile de lui formuler une question, j'en suis consciente. Je peux donner des réponses même sans question. Oui, c'est vrai. Oui, allez-y. Bonjour, M. Georges. Oui. Peut-être pour moi de votre prénom. Moi aussi. J'ai déjà entendu parler de la mise en place de programmes. Quelqu'un a déjà dit que c'est bien des bons programmes, mais c'est surtout bien d'établir des bonnes relations. Les gens qui mettent en place des bonnes relations. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais. Ma question numéro 2, on parle beaucoup des gardes de vie. Chez nous, dans les régions, il y a plus de la moitié des enfants qui sont pas en PDA, en universitaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces parents-là, de ces enfants-là? C'est vraiment des très, très bonnes questions. La première chose que je... Oui, je vais répéter les questions. La première question, c'est on peut parler des bons programmes, mais qu'en est-il des bonnes relations? Parce qu'il semble que les bons effets sont trouvés quand il y a des bonnes relations. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans une communauté où il n'y a pas de CPE? C'est ça? Pas assez, oui, c'est ça. Ouais. Première question, c'est tous les programmes, les 3 programmes qui sont à la base de nos programmes québécois,
mise sur l'établissement de bonnes relations. C'est manualisé, c'est dans le manuel, puis on travaille avec les intervenants justement pour qu'ils puissent apprendre à établir des bonnes relations. On travaille souvent, quand on travaille avec des populations vulnérables, pour toutes sortes de raisons très légitimes, ce sont aussi parfois des parents qui sont méfiants du monde à l'extérieur, surtout du monde gouvernemental et des choses comme ça. Puis c'est un défi pas secondaire, c'est un défi vraiment prioritaire de tendre la main puis de savoir comment on peut être en soutien, comment tisser des liens de confiance avec les parents avec lesquels on va travailler. Fait que la réponse courte, c'est que tous les bons programmes mettent ça à l'avant-plan, le fait d'établir des bons liens de travail avec les parents qui sont les populations ciblées. Les liens de travail et les relations sont aussi à l'intérieur des équipes de travail puis de l'organisation. Toute l'équipe se soutient, tout le monde travaille ensemble aussi. On a des objectifs qui se ressemblent dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est un point vraiment très prioritaire. Deuxième question concerne la question de la garderie. Je veux juste dire que les garderies de haut niveau, dans des circonstances de population vulnérable, les garderies de haut niveau, pour le dire bêtement, réparent les enfants. On a plusieurs exemples de travaux qui ont été faits dans des milieux extrêmement difficiles où des garderies de haut niveau, un programme éducationnel comme ceux qu'on a ici, sont appliqués. Et puis on voit que les enfants, quand ils arrivent en milieu scolaire, à 5 ans, n'ont plus les retards que ceux qui ne sont pas allés à la garderie peuvent avoir. Au plan du langage, au plan du développement cognitif, au plan du développement social. Les garderies de haut niveau réparent les enfants. Quand on n'en a pas, il faut user d'imagination. Il faut vraiment les donner l'occasion de les faire. Ce que j'ai vu dans certains contextes, c'était des organismes communautaires, des maisons de la famille, qui mettent sur pied des haltes de garderie qui deviennent, qui font de haut niveau, que ce n'est pas juste des places où on stationne des enfants pendant la journée, mais que c'est des endroits où il y a vraiment des programmes qui sont livrés et puis qu'ils utilisent après ça de toutes sortes de façons, avec beaucoup d'imagination, pour intéresser les parents à fréquenter leur milieu. Leur milieu étant la maison de la famille, avec une place pour avoir l'enfant. Puis ce qu'on voit dans ces contextes-là, c'est des améliorations souvent à petits pas du développement des enfants qui sont exposés à ces milieux-là. C'est aussi une occasion, quand les parents viennent dans ces milieux-là, c'est aussi une occasion de tisser le lien avec les parents, de commencer à avoir ce lien de confiance-là avec les parents. C'est très difficile, parce qu'on sait que dans un milieu urbain, tu peux trouver peut-être une garderie de haut niveau, un CPE de haut niveau. Tu peux aussi réserver des places. Tu travailles avec des familles qui sont vulnérables. Il est parfois moyen pour les milieux d'établir des liens de collaboration avec les CPE pour placer des enfants qui auraient besoin de ce type d'expérience-là. Mais en région, c'est un plus grand défi. Et puis, il y a une certaine mobilisation qui serait, qui serait vraiment importante pour le bien-être de ces enfants-là. Puis c'est là que l'ECDEM est intéressante, parce que l'ECDEM nous dit où est-ce que devraient être ces milieux-là. Dans quels endroits est-ce qu'on devrait être en train de mobiliser les ressources pour que les garderies aient des ratios plus petits, des programmes plus structurés, des intervenantes qui travaillent plus en lien avec la famille puis en lien les unes avec les autres. L'ECDEM nous permet d'avoir ça, ce qu'on n'avait pas auparavant.